Donc on va entamer deux séquences très technologiques maintenant. J'ai oublié tout à l'heure, quand on a conclu la partie prévision, de dire que vous retrouverez dans le magazine aussi les prévisions de Dentsu qui ont été mises à jour pour le magazine et qui tournent autour de plus 6,4% pour 2022 et plus 3,9% pour 2023 pour le marché publicitaire. Et vous avez le détail par média. Et une prévision aussi de Havas qui est faite dans le magazine, où Havas prévoit entre plus 5 et 6 pour 2022 et entre plus 4,5 et plus 5,5 pour 2023. Ce qui fait que globalement, tout le monde dit que ça va tourner autour de plus 6% pour cette année. Par contre, l'année prochaine, on a des variations entre plus 3,9 et plus 7,5, sans prendre en compte celle de OMG qui était plutôt négative, nous a dit Emmanuel Soin. Donc, c'est quand même très variable parce que ça peut être du négatif jusqu'à du plus 7. Personnellement, pour CB Expert, j'ai mis une prévision de plus 3% pour l'année prochaine. Donc on va maintenant ouvrir une table ronde sur la data et le programmatique. Et j'invite mes trois intervenants, Kautar Benazi, Chief Programmatic Officer de Havas Media Group, Nicolas Danard, directeur général adjoint Les Échos, Le Parisien Média, en charge notamment du digital, et Édouard Brunet, directeur stratégie et produits plateforme de Publicis Média. Vous rejoindre. Tiens, mets-toi là au milieu. Alors, on l'a vu dans les présentations précédentes, hein, la data, le programmatique, c'est quand même un gros enjeu pour non seulement le digital, mais pour les médias traditionnels. J'ai envie de commencer par cette question un peu intrigante, faire un premier tour de table sur, d'après vous, on a parlé d'intelligence média tout à l'heure, qu'on n'a pas vraiment bien défini, mais j'ai envie de vous laisser le définir. Est-ce que cette intelligence média passera-t-elle forcément par le programmatique et par la data? Honneur aux dames. Merci déjà pour cette invitation. Alors effectivement, c'est complexe à définir sans vouloir être présomptueux non plus. Je pense que quand on parle d'intelligence média, aujourd'hui sur le digital et notamment sur le programmatique, on a quand même quelques années derrière nous où on a compris que ce canal, qui encore une fois, comme l'a bien précisé Emmanuel Soin, c'est vraiment un mode d'achat. C'est une béquille technologique qui est là pour nous permettre de décupler un petit peu tout le savoir et toute l'expertise média qu'on a engrangé depuis pas mal de temps. Et ces outils vont nous permettre de consolider, de brasser énormément de données qui vont nous permettre de pouvoir sortir des analyses beaucoup plus pertinentes et de nous permettre d'affiner finalement nos ciblages, de pouvoir aller toucher des contacts qui sont utiles et de pouvoir aussi faire dialoguer, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, tous ces médias qui se digitalisent. Et donc effectivement, pour moi, l'intelligence média, corrélée à ce levier qu'est le programmatique, c'est quelque part une façon de pouvoir être beaucoup plus pertinent, plus efficace et beaucoup plus, amener plus de liens, en tout cas dans ce que l'on peut faire de manière globale dans les orchestrations et dans les activations des annonceurs et des marques. Oui, effectivement, je pense que le point que rappelait Kautar et qui avait été évoqué par Emmanuel sur le fait que c'est une méthode d'achat et absolument, et pas un silo, pas un levier en tant que tel, est absolument primordial. Parce que, en fait, dans le programmatique et dans la data, sans intelligence média, on peut rien faire. Je vous invite à aller programmer une campagne sur un DSP ou sur une plateforme sociale sans paramétrage, donc sans intelligence, sans l'intelligence du trader. Il va pas se passer grand-chose, hein. Les résultats seront clairement pas au rendez-vous et ça sera très déceptif. Donc sans une intelligence trading qui effectivement vient plutôt des populations traders plutôt jeunes, on va dire, sur le programmatique, ou même de l'expérience offline que les agences ont depuis des années, sans cette intelligence média, le programmatique n'existe pas. Idem pour la data. La data, on l'utilise depuis des années pour l'achat offline. Et ça s'applique aussi aujourd'hui sur la partie
digital. Et effectivement, sans intelligence média, la data ne veut rien dire. On a des chiffres, on a des insights qu'on ne sait pas exploiter. Donc si on n'est pas capable d'apporter cette intelligence sur les données que les data scientists peuvent sortir de manière très technique, mais sans une intelligence média par-dessus, ça reste du bruit et pas des signaux qu'on peut exploiter. Donc l'intelligence média, pour moi, c'est effectivement toutes ces connaissances qu'on va appliquer au sein de nos actions quotidiennes sur l'achat programmatique. Et effectivement, est-ce que l'intelligence média passera par la data? Aujourd'hui, de toute façon, qu'est-ce qui ne passe pas par la data? Et demain, par le programmatique, quand on voit effectivement qu'aujourd'hui, c'est une méthode d'achat qui est de plus en plus commune parmi tous les leviers. Nicolas? Le point de vue d'un publisher, du coup. Donc, je suis tout à fait aligné, effectivement, avec les propos de Kauta ou d'Edouard. Du point de vue du publisher, bien sûr que l'intelligence média, elle doit passer par le programmatique et la data. Juste un mot sur le programmatique. Nous, en tant que publisher premium, on poursuit bien évidemment une stratégie de valeur. Et pour le coup, le développement du programmatique chez nous permet de poursuivre ce but-là. C'est-à-dire que la part d'open auction chez nous, elle est assez faible. Et le programmatique nous permet d'aller chercher des investissements à valeur avec des CPM élevés. Donc c'est tout à fait compatible avec notre stratégie. Et bien sûr, c'est tout à fait cohérent avec l'intelligence média, puisque de par la mesure qu'on peut faire des investissements programmatiques de toute la chaîne, c'est mettre un maximum de chances de notre côté d'être plus intelligent dans les choix médias qui sont opérés et pilotés par les agences, et nous, en tant que publisher, de pouvoir proposer aux annonceurs et aux agences des contextes avec de la performance à la clé. Donc oui, absolument. Pas que, parce que la question c'était est-ce que l'intelligence média passe par le programmatique et la data? Pas que, mais évidemment sur ces deux leviers-là, complètement alignés. On a vu tout à l'heure, dans la présentation de Bertrand, je crois, on a vu que le programmatique sur le digital, sur le display, ne progressait pas plus que le non programmatique au premier semestre, alors qu'on s'attendait quand même à une continuité, on dirait, du développement du programmatique sur le display. Comment vous expliquez ça? Alors, il n'y a pas forcément une raison. Il peut y en avoir plein, ça va dépendre des marques, ça va dépendre de leurs besoins. On le voyait aussi dans les chiffres, les grandes différences de chiffres de prévision d'investissement par secteur. Effectivement, c'est des très grandes disparités. Donc, il peut y avoir effectivement, en fonction du secteur, des raisons différentes. Ça peut être la recherche d'une performance à très court terme qui a été évoquée, je ne sais plus par qui tout à l'heure, effectivement, recherche d'une performance à court terme qui peut, dans certains cas, passer par des activations gré à gré plus ciblées, plus d'achats à la performance, auprès d'offres à la performance qui sont effectivement dans ce cas-là plus disponibles en gré à gré qu'en programmatique. Il peut y avoir aussi, même plus globalement, certains leviers, certaines méthodes d'activation. Je pense notamment sur la partie catch-up, où il peut y avoir des freins technologiques au programmatique. Hein. C'est aujourd'hui des environnements qui sont assez complexes encore à opérer. Donc, quand on fait une campagne de catch-up entre deux broadcasters, est-ce que le programmatique apporte une plus-value? C'est une question que peuvent se poser les annonceurs aujourd'hui, qui certes, si on regarde uniquement le prisme de deux activations catch-up, c'est très restreint. Il faut bien évidemment regarder au-delà. Et je dirais qu'il y a un dernier point, c'est que je pense qu'on voyait surtout, il y avait une image, peut-être encore aujourd'hui, du programmatique comme une méthode d'achat qui permettait d'aller acheter du pas cher. Voilà, on allait aller faire entre guillemets du low cost. Il y a cette phase de transition, et je pense que le fait que le programmatique arrive sur des nouveaux leviers comme l'affichage, comme la télé, va aider aussi à montrer que c'est vraiment une méthode d'achat et pas juste un levier qui permet d'activer des impressions pas chères, et qui, là, on est dans une phase de transition, mais je pense qu'effectivement, c'est très conjoncturel, cette baisse du programmatique au profit du gré à gré, ou cette stagnation, mais qui derrière va réaugmenter, notamment avec l'arrivée dans les autres leviers. Je rejoins ce que dit Edouard. Effectivement, on est dans une période de transition.
Donc il faut bien mettre en exergue, aujourd'hui, nous, dans notre quotidien, ce à quoi on est confronté, c'est aussi à des marques, dans un contexte qui est celui qu'on vit aujourd'hui, un contexte inflationniste qui cherche aussi à faire des activations, on va dire, de manière rationnelle et rationalisée, avec des coûts qui sont justifiés. Aujourd'hui, le programmatique, en tant que canal, en tant que travail autour de la data et des outils, etc., permet d'être vertueux, mais il le permet sur le long terme, à partir du moment où on a une véritable stratégie et qu'on se laisse le temps d'installer une courbe d'expérience. Si on le gère que de manière tactique, avec des one-shots d'activation, on n'en verra pas la valeur ajoutée. Donc, pour des annonceurs qui commencent à arriver sur ce sujet, je pense qu'on n'est pas du tout dans le bon timing pour pouvoir prendre une prise de risque ou installer ces stratégies. Donc, il y a une volonté de revenir sur des choses qui ont déjà été éprouvées, qui fonctionnent et qui permettent d'être implémentées de manière assez rapide. Donc, c'est ce qui peut expliquer ce petit report, cet effet en tout cas sur le gré à gré. On vient aussi le corréler à un contexte, et on en avait ensemble discuté il y a quelques semaines, quelques mois, qui est que sur ces nouveaux, et je fais aussi lien avec la présentation de Karl, on est sur des métiers où en fait on est sur des formations, un apprentissage et une expertise qui se bâtit au fur et à mesure. Il n'y a pas encore totalement de filière diplômante, donc on accompagne aussi beaucoup de profils à les former, et donc du coup une fois qu'ils sont formés, il y a aussi beaucoup d'enjeux. Ce sont des profils qui deviennent assez intéressants et seniors dans un laps de temps qui est somme toute assez court, et donc par la rareté des profils, effectivement les gens ne restent pas forcément en poste de manière suffisamment installée. Donc il y a aussi un turnover naturel autour de ces profils qui font qu'à un moment donné, on est tous confrontés à ce besoin de recrutement massif, puisque le programmatique, encore une fois, ce n'est pas que le display et la vidéo, on se parle de la télé, on se parle de l'audio, on se parle de l'affichage, etc. Donc ça veut dire aussi apporter une expertise qui est off et la ramener sur le on, former à des outils. Donc finalement, quand on est dans un moment où en fait on est en tension entre les recrutements et ce besoin d'accompagner nos clients sur des investissements qui continuent à progresser, parfois on a aussi besoin d'aller chercher des méthodos qui ont déjà fonctionné et nous permettent d'avoir un petit peu plus d'agilité et finalement un petit peu plus d'effet de respiration. Donc on va peut-être jouer dans ces phases de transition comme celle-ci, le programmatique. Mais encore une fois, je pense que c'est pas quelque chose qui va s'installer sur le long terme, c'est vraiment un effet transitoire, et j'espère que l'année 2023, dans un contexte assez complexe, nous permettra d'installer le programmatique avec une vraie valeur ajoutée sur l'efficacité, sur encore une fois les capacités de ciblage et sur la mesure qui devient de plus en plus concrète en fonction des différents leviers. Alors, pardon, je continue ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que le programmatique chez nous, il faut rentrer dans une petite granularité pour voir les tendances. Effectivement, l'open auction chez nous s'est tassé et se tasse. En revanche, on a une appétence toujours plus forte autour du programmatique garanti ou du preferred deal. Donc ça nous va bien, encore une fois, puisque on est plutôt dans une recherche de valeur, donc ça correspond tout à fait. Mais donc par rapport aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure, il faut effectivement rentrer un petit peu dans le détail, et c'est plutôt l'open auction qui réduit que l'ensemble de la chaîne programmatique. Et par ailleurs, ce que je voulais souligner également, c'est que le programmatique nous permet également de commencer à adresser un certain nombre de sujets connexes autour de ce qui vient d'être évoqué. Je pense notamment à tout ce qui a trait à l'engagement. Donc c'est vrai que engagement et programmatique, c'est pas une association, je dirais, qui se fait de manière automatique, mais on travaille aussi, et notamment au travers d'une start-up qui est présente dans la salle qu'on incube au 10 Grenelle. L'idée, c'est d'instaurer un mode d'achat programmatique qui puisse aussi faire la part belle à des investissements solidaires. Donc cette start-up s'appelle Goodad. Ils sont ici, je crois. Donc c'est juste pour souligner que là encore, tout à fait aligné sur les propos d'Emmanuel qui disait que n'oublions pas que le programmatique est un mode d'achat. Donc en tant que mode d'achat, il peut adresser différentes stratégies, différentes tactiques, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Alors, je vous propose maintenant de parler un peu du futur. Est-ce que le programmatique est un vecteur de croissance pour les années à venir? Je pense que vous allez tous me dire oui, que c'est formidable le programmatique, que ça va développer les investissements publicitaires. Mais j'ai quand même une question un peu provocante, parce qu'on peut imaginer, parce que tout le monde me dit, le programmatique, ça aide les annonceurs à mieux optimiser ces investissements publicitaires. Et donc là, en 2023,
si les annonceurs ont besoin, pour d'autres raisons, de baisser leurs investissements publicitaires, est-ce qu'ils vont pas se dire « je vais faire du programmatique, je vais mieux optimiser, donc je vais atteindre les mêmes résultats qu'en 2022 avec moins d'argent ». Et donc du coup, le programmatique pourrait être un vecteur de décroissance. Est-ce que ma question est provocante, stupide ? Non, elle peut être légitime. Elle est tout à fait légitime. Elle est tout à fait légitime. Effectivement, ça permet de mieux optimiser, mais j'en reviens à mon point tout à l'heure, c'était que cette vision d'optimisation et de recherche de rationalisation qui est souvent attachée au programmatique, notamment via un effet coût, n'est plus la réalité, ou en tout cas le programmatique ne va plus être réduit à ça. Donc, il peut être effectivement un vecteur de croissance, ça on est tous d'accord là-dessus. Comme le disait Kautar, si et seulement si on l'intègre dans une stratégie long terme. Si on est uniquement dans la recherche tactique, on n'arrivera pas au bon résultat. Alors peut-être qu'effectivement, on arrivera à optimiser, réduire ses coûts, de par la flexibilité qu'il propose, atteindre un certain nombre de, je sais pas, ça peut être d'engagement, ça peut être un certain uplift dans des analyses de marque. Sauf que si on réduit ses investissements, c'est bien beau de faire plus 10% en reconnaissance de marque sur un nombre de personnes restreint, mais si on réduit ses investissements, de toute façon, on va réduire le nombre de personnes qu'on touche. Donc, in fine, on va quand même réduire ses KPI, on va réduire son capital de marque. Donc, de réduire le programmatique uniquement à cette notion de productivité serait passé totalement à côté de son potentiel. Et c'est là où aujourd'hui, avec l'intégration dans les nouveaux leviers historiquement offline, avec tout ce qui se passe autour de la mesure, je pense que c'est un point essentiel. La mesure, c'est que avec tous les challenges autour notamment de l'arrivée du cookie-less, on est en train de repenser la mesure sur la partie digitale. L'arrivée du programmatique sur les médias offline nous oblige aussi à repenser la mesure d'une manière plus globale. Et donc, finalement, on va se rendre compte que ce levier n'est pas uniquement pour réduire les coûts sur la partie display, mais vraiment pour apporter de la croissance, pour apporter une complémentarité et des synergies entre tous les leviers et apporter sa flexibilité, justement, dans cette méthodologie d'achat pour gagner en fluidité sur les activations. Donc oui, vecteur de croissance, et non, réduire ses investissements médias ne permettra pas sur le long terme de construire une stratégie gagnante. On ne va pas les réduire, on va mieux les utiliser et ils seront beaucoup plus pertinents. Après, si je me place juste un tout petit peu plus en amont par rapport à ce que disait Edouard, effectivement, si on se laisse le temps d'installer les choses, aujourd'hui, tout le travail qui a été fait par rapport à ces nouveaux médias qui arrivent sur le digital et qui arrivent assez rapidement sur le programmatique et qui bénéficient aussi de tous les enseignements que l'on a pu prendre sur l'arrivée du display, sur l'arrivée de la vidéo, nous permettent d'être beaucoup plus agiles. Je pense notamment à l'audio, je pense à la manière dont a été gérée l'arrivée de la télé linéaire ou segmentée aussi en programmatique. Donc tout ce travail de fond qui a été fait en termes d'accompagnement, de conseils, d'éducation auprès des clients, auprès du marché, sur la nécessité d'insister aussi sur la mesure, puisque finalement dans notre métier c'est entre guillemets du concret, du rationnel. Si on n'a pas les chiffres qui viennent prouver effectivement que Transky a été investi dans une plateforme DSP, ce qui arrive chez l'éditeur en termes de valeur pécuniaire, mais aussi ce qui arrive en termes de métriques médias pour garantir à un client que sa campagne a fonctionné ou pas, tout ce travail-là, on l'a fait en amont. Donc normalement, on doit nous permettre, surtout dans des temps de crise comme ce qui va arriver l'année prochaine, je pense, à pouvoir installer des fondamentaux qui vont nous permettre de déployer en fait des stratégies programmatiques beaucoup plus rapidement que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et ensuite, oui, j'ai envie de dire au même titre que tout le monde qu'effectivement, ça va nous permettre de faire de la croissance. Mais attention, jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait aussi un ralentissement et des coupures budgétaires qui se faisaient sur le off. Elles commencent à arriver aussi sur le on. Donc, ne soyons pas non plus présomptueux sur le fait que le digital va permettre de compenser ou finalement va être un petit peu le levier qui va porter cette croissance. Oui, encore faut-il bien l'organiser, faut-il bien l'amener et bien travailler l'ensemble des médias traditionnels qui arrivent sur ce levier. Il faut vraiment pas négliger ce point-là, puisque si on est simplement sur un raccourci qui est je prends un investissement qui était en off et je le mets en on, c'est la meilleure façon de ne pas arriver en fait à nos fins et surtout de ne pas valoriser notre métier et notre expertise. Une autre illustration le fait que le programmatique soit un levier de croissance, et la réponse évidemment est oui, c'est la typologie de campagne ou de message qu'on peut accueillir en programmatique. D'ailleurs, on observe encore un petit hiatus entre, pour le coup, des annonceurs anglo-saxons avec des campagnes US-UK où
que ce soit du corporate ou du branding, il ne se pose pas la question, il l'achète en mode d'achat programmatique. En France, il y a encore, je pense, un petit effort à faire parce qu'il y a ce réflexe, il a été évoqué par Kautar et Edouard, programmatique égale achat pas cher, hein, je la fais courte, mais il y a encore un peu de ça, donc on aura encore un peu de travail. Mais définitivement, je souscris totalement aux propos qui ont été donnés par Kautar et Edouard. C'est un levier de croissance, ça c'est évident, et encore une fois, pour tout type de campagne. D'accord. On passe à 2023. Quels sont les enjeux pour l'année prochaine, pour votre marché du programmatique, utilisation de la data? Il y a un an, ici même, on faisait une table ronde sur la fin du cookie. Est-ce que c'est encore ça l'enjeu principal l'année prochaine? Il y a d'autres enjeux? Effectivement, la question c'est de quoi sera l'année 2023? Est-ce que ce sera l'année du cookie-less? Ça fait maintenant quand même quelques années qu'on en parle. Donc effectivement, ce serait un enjeu fil rouge, mais pas que en 2023, aussi en 2024 et pour de nombreuses années à venir. Je pense qu'il y a effectivement lié à ça l'enjeu de la mesure et de comment on arrive à avoir des mesures unifiées vraiment potentiellement plus robustes avec l'arrivée du programmatique entre les différents leviers. Un enjeu de standardisation. On a parlé d'attention, je sais plus qui l'évoquait tout à l'heure, ça évoquait l'attention, c'est aujourd'hui j'ai un peu sur toutes les lèvres. Il n'y a pas un article, il n'y a pas une semaine sans un article qui parle d'une nouvelle offre autour de l'attention. Sauf que de quoi on parle quand on parle d'attention? Donc il va y avoir un enjeu de définition, de standardisation autour de ce qu'on appelle attention. Idem sur la partie RSE, on parle d'émissions carbone, il y a plein de calculettes, il peut y avoir plusieurs référentiels, donc il va y avoir un enjeu de standardisation pour être sûr que ces nouveaux enjeux soient correctement utilisés et exploiter vraiment à leur juste valeur et jusqu'au meilleur de leur potentiel. Et ça a été évoqué tout à l'heure par Kautar, l'enjeu de la formation. Effectivement, on est sur un marché où il y a assez peu de nouveaux traders qui rentrent. Et la slide de Karl tout à l'heure avec les 9%, donc c'était pour 9% des interrogés, c'était le trading. Le trading média était dans les top priorités. Alors effectivement, c'est dommageable pour le programmatique, c'est dommageable pour l'ensemble des leviers. Parce qu'effectivement, il va y avoir une pénurie de talents. Et donc il y a effectivement la formation pour les nouveaux entrants, mais aussi la formation en interne et autour des médias. Moi, je passe beaucoup de temps avec justement les équipes des médias historiquement offline et qui se mettent au programmatique, parce qu'il y a un background majoritairement programmatique, display vidéo. J'ai énormément de choses à apprendre. J'apprends là, en ce moment énormément sur l'affichage et on découvre des nouveaux leviers. Et c'est justement cette formation cross-levier qui va être essentielle pour qu'on puisse tirer pleinement parti et apporter le meilleur en fait de ces synergies pour nos clients et pour les médias derrière. Et effectivement, en lien avec l'intelligence média, il y a une partie de la formation qui est essentielle selon moi, c'est la formation à l'écosystème média. C'est vrai qu'on parle souvent programmatique, technologie, data science. Ce qu'on achète derrière, ça reste un inventaire média, dont beaucoup aujourd'hui est très présenté dans la salle et avec Nicolas avec nous. Donc former les traders à ce que c'est qu'un média, ce que c'est qu'un inventaire, ça permet aussi, pour nous, c'est vraiment un enjeu de performance responsable. Ça permet de réveiller l'écosystème et les médias traditionnels pour potentiellement avoir des investissements à leur juste valeur. Et les 90% de la croissance tirée par les GAFA que Bertrand montrait tout à l'heure nous interpelle d'autant plus, je pense, sur le rôle qu'on peut avoir en interne de formation des traders à l'écosystème. Ça fait beaucoup d'enjeux, hein. Kautar, il y en a encore. Je rejoins Edouard, d'où l'importance effectivement d'être accompagné par des agences médias qui ont vraiment une posture de conseil. Et pour les enjeux de ma porte, de ma fenêtre, en tout cas j'ai envie de dire, sur le sujet programmatique, l'enjeu, il est de continuer à absorber un petit peu toute cette innovation qui arrive de plus en plus rapidement, de faire le tri entre ce qui est de l'innovation, de ce qui peut être effectivement pérennisé et qui peut se retrouver dans des méthodologies de trading et qui peuvent apporter du concret dans les activations. Donc ça veut dire aussi à un moment donné pour nous, malgré les quelques années que l'on a dans le milieu, de devoir se remettre systématiquement en question par rapport à de nouvelles méthodes, par rapport à de nouveaux critères, par rapport à de nouvelles technologies, d'être capable assez
assez rapidement, effectivement, de se former, même à notre niveau, de rapidement réussir à en tirer un parti pris sur ce qui est effectivement top prioritaire ou ce qui peut l'être un peu moins, le temps que ça se consolide, qu'on en arrive à des consensus. Donc pour moi, l'enjeu, il est là-dessus, il est sur la standardisation, sur l'automatisation, ça oui. Encore une fois, on n'appuie pas que sur un bouton, il y a énormément de techno et encore toutes sont spécifiques, etc. Donc il faut vraiment être capable de pouvoir engranger toute cette somme d'informations. Et puis j'ai aussi envie de dire qu'on l'a mis de côté, mais avec l'arrivée effectivement de la publicité sur Netflix, avec tout l'enjeu autour notamment du levier audio, des podcasts dont on a parlé, il y a aussi le fait de ne pas mettre de côté, même quand on parle de programmatique, le sujet de la créativité. Parce qu'encore une fois, on se parle de data, on se parle de précision en termes de ciblage, mais sur certains environnements médias, on s'adresse aussi à des profils, à des audiences bien spécifiques, dans des contextes de consommation qui sont au-delà simplement de subir en fait un affichage publicitaire sur un écran desktop. Je pense notamment au casque, je pense au fait qu'on est tous en mobilité quand on consomme aujourd'hui. Donc il faut pouvoir aussi attirer être vraiment emprunt et collé au contexte où la consommation se fait plus que jamais. Et donc du coup, c'est aussi se permettre non pas simplement de récupérer des aspects, des créas publicitaires standardisés qui viennent de la télé pour les mettre sur le digital en VOL, etc. Mais de s'autoriser aussi, je pense, à vraiment avoir des créas spécifiques sur ce levier programmatique, de l'adapter aussi sur des formats courts et encore une fois d'essayer d'inscrire des narratifs qui sont totalement différents de ce que l'on a fait jusqu'à présent où c'était plutôt la course à l'automatisation et à la productivité et on renie pas ce que l'on a fait parce qu'il fallait passer par ce passage-là. Je pense que maintenant on a tous une courbe d'expérience et on a tous des enseignements. Essayons de faire des choses un petit peu plus sophistiquées, un petit peu plus chirurgicales pour encore une fois faire éclore la vraie valeur ajoutée de ce levier. Et donc l'enjeu pour moi c'est celui-ci, c'est la formation, c'est l'innovation qu'il faut vraiment, j'ai envie de dire ingurgiter assez rapidement et retranscrire avec de vraies méthodologies concrètes d'activation et encore une fois être conscient en fait de l'écosystème dans lequel on évolue. Pour compléter, il y a pour nous 2 enjeux absolument majeurs sur 2023. On a beaucoup parlé programmatique, et évidemment l'autre mot c'est la data, donc ça c'est évidemment un chantier majeur qui est ouvert depuis fort longtemps. Tu rappelais Emmanuel que l'année dernière les débats étaient beaucoup centrés autour de la fin du cookie tiers, donc bon, on sait que ça a été repoussé. Moi je dirais que c'est une formidable opportunité de remettre un coup d'éclairage sur la data first, hein, donc qu'ont les annonceurs et que nous avons nous en tant que publisher. La data, bon je vais pas y revenir, c'était devenu au fur et à mesure du temps un peu une commodité. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a un enjeu très très fort autour de ça. On a mené beaucoup de travaux, beaucoup d'expérimentations. On a une nouvelle DMP qui nous permet d'avoir des choses tout à fait cohérentes et concrètes à proposer au marché, le tout dans beaucoup plus de transparence, parce que je crois que c'est très très important, donc il n'y a pas de secret de cuisine et à chaque fois qu'on travaille là-dessus avec des annonceurs et des agences, on partage tout, hein, de la création du segment jusqu'au bilan de campagne, donc ça c'est évidemment très très important. Et le deuxième axe absolument majeur pour 2023, c'est un axe qu'on a pris depuis 2-3 ans à peu près. C'est tout ce qui a trait à l'engagement, puisque on parle beaucoup de crises au singulier qui sont devenues crises au pluriel, transformation au singulier qui devient transformation au pluriel, puisqu'il y a la transformation digitale évidemment, mais il y a aussi la transformation liée à l'engagement. Et on croit fermement que ça peut être un levier de croissance et de business absolument majeur. Donc une des illustrations par exemple, c'est que on a d'ores et déjà développé des offres commerciales qui visent à réduire les empreintes carbone, notamment sur des campagnes vidéo, plutôt que les compenser, c'est-à-dire réduire d'abord et compenser ensuite. Ça nous paraît plus vertueux. Donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer bien sûr à travailler, qui sera de toute façon un enjeu majeur pour 2023. Et du côté des agences médias, il y a une demande des marques à investir sur des offres à empreinte carbone réduite ?
Alors, de notre côté, chez Havas Media, on s'est positionné sur ce sujet il y a quelques mois déjà. On a intégré une calculatrice impact carbone qui est aujourd'hui sur chacune des recommandations stratégiques médias que l'on fait. Peu importe le média, on calcule l'empreinte carbone. On essaye de compenser en amont. Alors quand je dis compenser, c'est-à-dire avant même de lancer l'activation, que ce soit en gré à gré ou en programmatique, peu importe, c'est d'essayer de voir si on peut pas challenger la recommandation telle qu'elle a été pensée de prime abord pour essayer de l'optimiser effectivement sur ces aspects-là. Et après, sur nos métiers à nous, on est en train de benchmarker un petit peu le marché pour essayer de voir quelles sont les technologies qui peuvent effectivement nous aider. Et encore une fois, tout l'enjeu n'est pas de les positionner comme étant accessoires, mais encore une fois comme étant un prérequis dans toute la méthodologie de trading et dans toute la manière dont on va restituer la valeur auprès de nos annonceurs. Donc le choix est très important à faire. Et encore une fois, dès qu'il y a un sujet, dès qu'il y a un besoin qui arrive sur le marché, il y a beaucoup d'initiatives. Donc ça, c'est très positif. Mais charge à nous de faire les bons choix et de bien benchmarker sur les bons critères. Et ça, c'est un développement Havas, mais est-ce qu'il y a une vraie demande de vos clients? Oui, la demande est présente. C'est pour ça que je dis du positionnement où effectivement on avait une simple calculatrice carbone pour se projeter effectivement sur des consommations et sur des campagnes qui étaient effectivement impliquantes sur ce critère-là. Aujourd'hui, on se dote de solutions dans nos campagnes médias puisqu'on est passé du stade de la théorie à quelque chose de beaucoup concret. Et il y a certaines marques qui ne voient leurs activations digitales que sous ce prisme-là. Et effectivement, au-delà des demandes clients qu'il peut y avoir, effectivement, c'est une demande qui est maintenant récurrente. Il y a un enjeu de transformation des manières de penser, des usages, de la manière de construire un plan média, comme le disait Kautar. Et je crois que c'est une transformation qui allait aujourd'hui assez vite, ou même de manière, aujourd'hui on le voit dans nos équipes, de manière proactive. On va construire des plans médias, on va construire des recommandations qui intègrent par défaut ces logiques de minimisation de l'impact. Sur la partie programmatique, ça passe effectivement par la réduction du nombre d'intermédiaires, qui effectivement diminue l'empreinte carbone. C'est réduction du poids des assets créatifs. C'est simple à mettre en œuvre, mais ça a un impact quand même assez important. Et l'enjeu RSE, il n'est pas uniquement carbone, il est aussi rémunération éditeur. Et donc c'est, encore une fois, comme je le disais, ça passe par la formation auprès des équipes pour bien comprendre ce qu'est un éditeur, ce qu'est un écosystème média, et que chaque action qu'ils mettent en place, chaque campagne qu'ils mettent en place a un impact sur l'écosystème, que ce soit carbone ou de longévité de l'écosystème pour les éditeurs. Donc aujourd'hui, c'est maintenant, je dirais, intégré par défaut dans la réflexion et dans la pensée des équipes. On est passé un peu vite tout à l'heure sur la question de la mesure. Quel est l'enjeu par rapport à la mesure? C'est d'agréger un peu toutes les données qui viennent par rapport des offres, des ID logués, des médias. Quelle est la complexité? La complexité, c'est qu'on est dans un écosystème qui change tous les jours. La semaine dernière, Google lançait sa solution pour intégrer justement des adresses email et les faire matcher avec les éditeurs. Il y a des nouvelles solutions, donc First ID qui a été lancé il y a pas longtemps. Donc il y a un enjeu de compréhension, de comprendre cet écosystème qui bouge tout le temps et qu'est-ce que tous ces ID, toutes ces solutions peuvent apporter. Et sur la mesure, je dirais qu'il y a un enjeu qui est que aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà 50% de l'écosystème digital qui n'est plus adressable. Qui n'est plus adressable parce qu'entre la partie applicative, Safari, Firefox, on est 50% de l'audience qui n'est plus adressable et donc qui n'est plus mesurable. Mesurable par les outils qu'on utilisait d'habitude sur la partie digitale. Donc il y a un enjeu de repenser la manière dont on mesure, avec de la probabilisation, parce qu'on ne peut plus être sur la mesure à l'individu. Donc probabilisation, données panel, données d'études, chose qu'on fait très bien sur d'autres leviers. Donc il y a un enjeu de plus en plus appliquer ces solutions à l'achat digital pour le passer dans le monde d'après. Mais ça amène surtout, je me permets, Edouard, d'être sur des consensus en termes de méthodologie et de tous parler la même langue, même si on parle digital. C'est-à-dire qu'on doit avoir des ratios sur lesquels on s'entend pour estimer effectivement que là, on est au-dessus de la performance attendue ou en dessous de la performance attendue et que finalement, la manière dont le plan et l'activation a été construit amène à des résultats qui sont tous compris, qui sont tous justifiables. Aujourd'hui, dans la mesure, au-delà de l'adressabilité et du sujet cookie-less, dans la mesure, on est encore aujourd'hui assez régulièrement confronté à des
éléments, j'ai envie de dire des métriques classiques. On va prendre le taux de clic, le taux de complétion, mais est-ce que derrière je vais pouvoir aller travailler plus loin par rapport à des audiences, la manière dont on ont réagi, tout ce qui va être aussi panel, tout ce qui va être post-test, etc. On en fait tous. Mais aujourd'hui, chacun y va de sa créativité dans la manière de compléter en fait ces métriques classiques, mais il n'y a pas un consensus, il n'y a pas un standard en fait métier sur lequel on est, et on y travaille tous dans les différentes instances auxquelles on siège pour essayer en fait de sortir du cadre des POC, des proof of concept, pour essayer de montrer qu'une méthodologie A a amené un résultat B et que c'est de cette façon qu'ils font fonctionner versus une autre méthodologie. Donc l'enjeu il est aussi sur tous ces éléments-là pour qu'on puisse à un moment donné parler tous le même langage, et quand on dit qu'une campagne ou quand on dit qu'un levier a été performant, qu'on puisse en fait le justifier, tout simplement. Un dernier mot, Nicolas ? Oui, tout à fait aligné avec les propos évoqués là. Et puis, je dirais qu'au-delà de ça, on regarde aussi avec beaucoup d'attention des initiatives comme celle de Fabien Magalon, qui essaye justement d'apporter un autre éclairage et d'autres métriques que celles qu'on utilise habituellement. Donc, on regarde ça avec beaucoup d'attention et on espère bien qu'on continuera de travailler ensemble pour faire avancer ces sujets-là qui sont absolument essentiels. Voilà. Merci à vous trois. Alors, on a compris que le métier de trader média recrute. Ça, c'est un domaine en croissance. Donc, s'il y a des gens qui veulent changer de métier dans la salle ou s'il y a des gens qui nous regardent en replay, ils recrutent. C'est un marché en croissance. Je vous invite à relire le CB Expert de septembre. Il y a un dossier sur ce métier-là. Et dans celui qui sort aujourd'hui, il y a une interview de Mathieu Morgenstern qui nous dit « Le programmatique, c'est la publicité et le trading desk sera au centre de notre univers média ». Donc c'est vraiment le métier central de demain. Je vous remercie. Merci.